Bonjour, je suis Héloïse Daubert, je suis professeure d'espagnol en classe préparatoire au lycée Chaptal à Paris, dans plusieurs filières et notamment en ECS. C'est d'être capable de comprendre un article de presse qui traite d'un sujet, alors qui peut être économique, politique, social, culturel, mais qui affecte le monde hispanique en l'occurrence. La deuxième chose, c'est votre capacité à pouvoir le synthétiser de façon raisonnée, claire et efficace. Et la troisième chose qu'on va vous demander, c'est d'être capable de le mettre en perspective et de le commenter personnellement. Alors, quelle est la nature des sujets qui vont être proposés pour ces épreuves d'oral? Ce sont des articles de presse, donc qui peuvent être donc support écrit ou enregistrement, mais il s'agit de presse, donc latino-américaine ou espagnole. Un article paru globalement dans les semaines ou les mois, on va dire, précédant l'épreuve du concours. Comme on a dit, ils peuvent traiter de sujets très divers. Politique, économique, culturel, faits de société. Et il faut que le candidat ait des connaissances précises sur ce sujet. Alors, en ce qui concerne l'espagnol, ça peut paraître très impressionnant, compte tenu de l'immensité de l'aire géographique qui est concernée et des problématiques extrêmement diverses, européennes pour l'Espagne, et puis tout ce qui concerne le continent sud-américain qui est bien souvent complètement étranger. Et c'est vrai que quand on écoute les informations en France, quand on lit la presse française, on fait très peu mention en fait. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a les États-Unis, il n'y a pas de continent au sud des États-Unis. Donc c'est vrai que ça peut paraître quelque chose d'extrêmement ambitieux, surtout que les rapports de jury précisent que les connaissances des candidats doivent être précises sur ces sujets. Moi, ce que je pense, c'est que l'idée pour vous préparer à ça, elle est double en fait. Dans un premier temps, il faut que vous ayez une vision globale des choses. Une idée générale des dynamiques, des enjeux qui sont à l'œuvre dans ces pays, dans ces pays indépendamment les uns des autres, mais aussi dans des aires géographiques. Voilà. Donc il faut que vous soyez par exemple au clair avec le nom des dirigeants des pays, ça c'est sûr, avec leur sensibilité politique, les alliances qu'ils ont entre eux, les élections qui peuvent venir d'avoir lieu ou qui vont avoir lieu. Donc il faut être capable aussi de prendre du recul par rapport à ces informations, d'avoir une vision d'ensemble des enjeux. Et la deuxième chose, à mon avis, qui est importante, c'est que pour vous préparer, il faut aussi, de toute façon, pendant les 2 ou 3 années de classe préparatoire, si ce n'est pas plus tôt, avoir constitué des fiches thématiques ou par pays sur lesquelles que vous allez compléter au cours de votre formation, de vos lectures quotidiennes de la presse, et puis que vous allez pouvoir, des choses pratiques en fait, des données, des informations clés qui sont parlantes, qui sont exploitables surtout, qui sont exploitables dans le cadre d'une réflexion argumentée et personnelle. Je voulais revenir sur une chose parce qu'en lisant les rapports de jury, il y a un point sur lequel on insiste beaucoup. On dit qu'il est nécessaire que les candidats disposent de connaissances sur l'actualité pour commenter un article, pour répondre aux questions, et donc ils doivent lire régulièrement la presse, ça c'est clair. Mais il faut que le candidat puisse donner un avis personnel sur le sujet, sur le texte qui est proposé. Il faut qu'il puisse s'engager en fait dans une discussion avec l'examinateur. Et un examinateur appréciera toujours l'expression d'une réflexion personnelle argumentée, dès lors qu'elle est argumentée bien sûr, mais quelle qu'elle soit. Donc le commentaire, il ne faut surtout pas que ce soit confondu avec un exercice de récitation d'une fiche de cours thématique qu'on aurait apprise par cœur et qu'on recracherait sans discernement. Ça, à mon avis, c'est le gros écueil. Donc ça demande de l'autonomie intellectuelle, à partir des connaissances bien sûr qu'on a acquis sur un sujet pour pouvoir argumenter, être capable de discuter et le mettre en débat personnellement. Donc mon conseil ce serait essayer de développer vos idées, donner de la profondeur à votre réflexion et ne surtout pas sombrer dans les généralités, dans les lieux communs et dans les amalgames. Et là en ce qui concerne l'Amérique latine on est très souvent servi. Donc pour moi, il ne suffit pas seulement de bien parler dans sa langue étrangère et d'avoir des connaissances théoriques sur les sujets, thématiques, mais il faut avoir quelque chose à en dire. Voilà. Alors pour bien lire un texte, et on a intérêt à bien lire le texte parce que le temps de préparation est très court. Ça peut différer légèrement d'une école à une autre, mais on va dire qu'en gros on a 20 minutes de préparation. Et il faut être très efficace, puisqu'on sait qu'on va avoir à proposer d'une part une synthèse de l'article et d'autre part un commentaire personnel sur cet article.
Alors d'abord, mon conseil, c'est lire l'article une seule fois, le lire en entier, le mettre de côté et se demander, dans un premier temps, ce qu'on a compris. Et si quelqu'un qui n'a pas lu le texte nous demandait de quoi ça parle, qu'est-ce qu'on lui dirait? Ça, on peut le reformuler avec ses propres mots sur une feuille, de façon très concise et très simple. Ensuite, moi, je prendrais une autre feuille et je me demanderais ce que ce texte-là m'inspire personnellement, à quoi ça me fait réfléchir, à quoi ça fait écho pour moi, est-ce que je suis d'accord avec la prise de position sous-jacente ou explicite du document. Et ça, je le formulerai aussi sur une autre feuille. En fait, pour moi, ce moment-là, il est très important parce qu'il va nous permettre, ces deux feuilles, en fait, ce serait la base d'une part de notre synthèse et d'autre part de notre commentaire. C'est vraiment très très important de mettre à profit ces 20 minutes de préparation qu'on a qui passent très très vite pour préparer ces deux temps de l'oral. C'est pour ça que moi je conseille, après une première lecture globale du document, d'envisager déjà ces deux temps de l'entretien. Parce qu'il y a malheureusement très peu de candidats, enfin pas très peu justement, il y a malheureusement plusieurs candidats qui peuvent conserver trop peu de temps de ces 20 minutes de préparation à l'élaboration d'un plan de commentaires justement et se retrouver finalement au moment du commentaire avec l'examinateur un peu démuni et seulement capable de proposer un avis personnel finalement un peu plat, un peu court et pas très intéressant. Finalement c'est superficiel. Donc n'hésitez pas à le faire sur plusieurs feuilles, n'hésitez pas à prendre des feuilles, n'hésitez pas à les numéroter de façon visuellement claire et puis à n'écrire que sur un côté des feuilles. Ça c'est pratique comme conseil, mais ça évite le moment venu de s'embrouiller dans ses notes. Et mon conseil donc de reformuler à la fois de façon très synthétique ce dont parle l'article pour la synthèse et puis ce que ça nous inspire pour le commentaire, ça nous met d'emblée dans une logique de reformulation. Et moi je crois que c'est vraiment important parce que l'oral c'est pas un exercice de lecture. Ça, il faut que les candidats l'aient bien en tête parce que si c'est vrai qu'il y a vous aurez tout à fait l'occasion de prendre des notes pendant les 20 minutes de préparation, ça c'est possible. Le but de l'oral, c'est de montrer sa capacité à communiquer dans une langue, donc à comprendre une langue, parler une langue étrangère parlée et puis à s'exprimer dans cette langue. Et donc, si vous vous contentez de lire le brouillon que vous avez passé 20 minutes à rédiger, vous vous pénalisez très très lourdement. De la même façon, il faut éviter de reprendre le vocabulaire ou les structures telles quelles, parfois même d'ailleurs sans les citer explicitement, du texte. Il faut tirer les idées clés et puis reformuler de façon concise, synthétique ce qu'on en comprend. Donc sur votre brouillon, ne rédigez pas de phrases complètes. Passer par un plan détaillé, c'est-à-dire partie, sous-partie, tiret, faites des flèches, quelque chose qui visuellement attire l'attention. Il ne faut pas hésiter à prendre des couleurs, à prendre des feutres, à prendre des stabilos pour que vous puissiez vous y retrouver très, très facilement. Une chose qui me semble importante aussi sur le brouillon, c'est que après cette première lecture du document, un peu rapide, pour la synthèse, procéder à un plan détaillé, ça veut dire aussi pouvoir réorganiser les idées du texte. Ne pas être bloqué par l'ordre du document qui peut, si vous le suivez, vous conduire à répéter des choses et finalement à perdre du temps. Donc moi je crois que ça c'est un point qui est vraiment important. On peut tout à fait procéder de façon logique, ordonnée, fait, cause, conséquence, et puis réorganiser les choses aussi en ayant en tête sa transition vers son commentaire, vers ce vers quoi on veut amener à réfléchir pour cette deuxième partie de l'entretien. Donc il faut avoir en tête ce qu'on veut démontrer en fait. Voilà, il faut avoir en tête la perspective de ce vers quoi on va à la fin de la synthèse ou à la fin du commentaire. Il y a certaines écoles qui permettent d'écrire sur le support. Pas toutes. Si vous avez l'opportunité, il ne faut pas hésiter non plus. Pareil, par les systèmes qui vous permettent visuellement de vous y retrouver, des couleurs, des stabilos entourés, soulignés. Et trouver à chaque fois l'idée clé, paragraphe par paragraphe, dégager l'idée clé, par exemple lors de votre deuxième lecture de chaque paragraphe. Alors ça peut justement être extrapolé si vous êtes non pas sur un texte écrit, mais sur un audio, ce qui va se passer par exemple en LV1, à HEC, à d'autres épreuves. Le nombre d'écoutes est limité, il ne peut pas être fragmenté, donc
procéder de façon distincte d'une écoute sur l'autre. Première écoute sans prise de notes. Lorsque ça s'achève, demandez-vous d'une part ce que vous diriez si on vous demande de quoi ça parle et ce que ça vous inspire. Et puis lors d'une deuxième écoute, vous pouvez aussi essayer, moment par moment, de reformuler l'idée principale de la séquence. Une chose qui me semble très importante au moment où on lit le texte, dans la panique ou pour tout un tas de raisons, il peut y avoir des choses du texte qu'on ne comprend pas. Et alors à ce moment-là, on est face à une grande crise existentielle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en parle quand même si je ne comprends pas ce que je dis, parce que j'ai peur sinon d'avoir omis un aspect essentiel? Ou est-ce que je fais l'impasse? Moi, mon conseil, ce serait de ne pas mobiliser des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas. Si c'est un aspect essentiel de la question et que le jury veut revenir dessus après, dans la phase de dialogue avec vous, il reviendra dessus. Et peut-être que la question qu'il vous posera, sa façon de la formuler, vous fera réenvisager les choses telles que vous ne les aviez pas vues dans un premier temps et vous aidera du coup à improviser ou à remobiliser des connaissances sur cet aspect du texte. Moi, très sincèrement, c'est un cas de figure que je ne peux pas vraiment envisager parce que le moment d'échange avec l'examinateur, c'est absolument pas un moment qui est là pour mettre en difficulté le candidat. Ça sert à approfondir certains aspects qui ont été évoqués par le candidat dans sa présentation ou à revenir sur certains passages de son commentaire, par exemple, à préciser sa pensée ou par exemple à vérifier les connaissances qu'il a sur le sujet ou sa capacité à réfléchir de lui-même sur le sujet et comme je disais, pas seulement à réciter des informations qu'il a apprises par cœur. En fait, très souvent, l'examinateur, il va tendre des perches, comme on dit, pour aider le candidat à corriger des idées erronées exprimées dans son commentaire par exemple. Et donc c'est vraiment très important que le candidat écoute attentivement la question. Des fois avec le stress effectivement on peut avoir tendance à se braquer un peu ou à prendre les questions d'un examinateur pour des attaques ou pour des remises en cause de ce qu'on a dit et ça peut être très déstabilisant. Mais écouter la question très attentivement, prendre le temps de la comprendre et y répondre avec précision en étant capable aussi de se remettre en question. Parce que très certainement, si l'examinateur pose la question, il n'attend pas qu'on lui reformule exactement de la même façon ce qu'on lui a déjà dit lors de la présentation. Il faut être aussi, à mon avis, très attentif, puisqu'on sait que c'est une épreuve de langue dans laquelle va compter aussi la correction de la langue, de l'expression. Et parfois, l'examinateur corrige dans sa question une erreur de langue en posant la question qui reprend un mot de vocabulaire, par exemple, qui a été mal employé par le candidat. Donc là, c'est pareil, si vous écoutez bien la question, soyez vigilant. Peut-être vous allez vous rendre compte que depuis le début de votre présentation, vous dites un mot pour un autre. Montrez que vous l'avez compris et réemployez à bon escient le mot en question. Donc là aussi, il faut être attentif pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Pour être à l'aise, à mon avis, à ce moment-là de l'entretien, tout au long de l'année, il faut s'affranchir du brouillon rédigé. Comme je le disais précédemment, même lorsqu'on prépare ces présentations d'articles à la maison. Vraiment, parce que ça peut paraître rassurant, ça c'est sûr, mais en fait ce n'est pas du tout formateur. Parce que tous les rapports de jury insistent là-dessus. Il y a une réelle différence lors de l'entretien oral, une réelle différence entre la présentation du candidat, celle qu'il a pu réfléchir pendant ces 20 minutes de préparation, synthèse et commentaires, et le moment d'échange avec le jury. Ça, c'est vraiment très important. À ce moment-là, tous les rapports de jury disent que le niveau de langue s'effondre, que l'expression est moins aisée et que, effectivement, on constate que le candidat ne peut pas improviser dans une langue étrangère. Alors, quel conseil pour soigner l'introduction? On sait donc que le temps de parole du candidat est assez court, puisque même si ça varie un tout petit peu en fonction des écoles, en gros, on est sous 10 minutes. Donc ça passe très vite. Et on sait qu'en 10 minutes, on doit pouvoir, d'une part, proposer donc une synthèse du texte, un compte-rendu détaillé qui permet de montrer qu'on a une connaissance claire et précise du document, qu'on a parfaitement compris le document, et dans un deuxième temps, un commentaire personnel dans lequel il va falloir, donc, grâce à nos connaissances sur le sujet, mettre en perspective le texte et exposer notre réflexion personnelle. Donc tout ça, ça passe très très vite. Et compte tenu de ce timing qui est quand même extrêmement serré, l'intro
qui est indispensable doit être concise, efficace et montrer donc dès le début qu'on a compris l'intérêt du sujet. En fait, il faut avoir en tête, parmi les milliers potentiellement d'articles à disposition pour le jury, pourquoi on a sélectionné cet article-là et pourquoi on vous le soumet. Quel est l'intérêt du sujet et quel est l'enjeu en fait. Voilà, il faut avoir ça en tête de mon point de vue. Donc mon conseil, c'est d'abord, pour monter votre introduction, certes observer le paratexte, c'est-à-dire le titre du document, l'auteur, la source, le lieu de publication. Mais l'idée, ce n'est pas de le citer pour le citer. Parce qu'on entend tous les fameuses phrases qu'on a justement du coup apprises par cœur. El texto que vamos a estudiar fue publicado, escrito por en tal país. Ça fait perdre 2 minutes pour rien en fait. L'idée, ce n'est pas de le citer pour le citer, mais c'est de voir si dans ces éléments, il y a des choses qui sont significatives, qui ont du sens. Si l'auteur, par exemple, c'est un grand écrivain, aussi c'est un homme politique, parfois ça peut être même le président d'un pays, bien sûr qu'il faudra en tenir compte et dans l'introduction, il faudra le mentionner parce que ça va forcément influencer le point de vue de l'article. Et parfois, l'article il peut être très engagé. Ça, forcément, dans une intro, il va falloir en faire mention parce que vous êtes obligé de le prendre en compte pour montrer que vous avez une lecture critique, une lecture avisée du document, que vous ne prenez pas tout ce que vous lisez de façon brute et comme si c'était objectif en fait. Faut regarder aussi le lieu, de même le lieu et la date de publication. Et à mon avis, plutôt que de citer scolairement donc le titre du document, qui parfois peut être long et de toute façon on va se redire puisque si on rentre un peu dans le vif du sujet, on va être amené à parler de ce dont parle le titre. Donc pour moi, plutôt que de citer le titre de l'article, un peu scolairement, on peut s'attacher à contextualiser le sujet, grâce au paratexte que j'évoquais juste avant, le mettre d'emblée en perspective en fait, et pour montrer qu'on a compris les enjeux, et puis partir de ce contexte pour focaliser sur l'article en particulier et sur l'aspect du problème qu'il aborde au moment de la publication. Parce qu'évidemment, après, dans le cours de notre réflexion, il y a un laps de temps qui s'est passé entre le moment de publication, etc. Et donc, il faudra que là aussi, on soit capable de mettre les choses en perspective. Mais l'article a été publié à un moment, la réalité du problème, elle est ce qu'elle est à ce moment-là. Et donc, il faut être capable de recontextualiser les choses à ce moment-là. Et ça, c'est le moment de l'introduction de votre synthèse. L'intro, c'est vraiment un moment qui va marquer l'échange, c'est le premier contact avec l'examinateur. Donc c'est un moment qui est très très important. Pour moi, il faut veiller à être clair, vraiment ça, clair, efficace et aller droit au but, puisque comme on le sait, on a très peu de temps. De mon point de vue, il est vraiment vain, inutile, à mon avis contre-productif de penser que plus une phrase est longue et tordue et biscornue et alambiquée, plus elle démontre la capacité du candidat à avoir une vision intellectuelle approfondie des choses. Pour moi, ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut se contenter d'une langue plate, sans prise de risque, d'un lexique pauvre et sans nuance. Mais il faut avoir à l'esprit, et moi je crois qu'il faut être capable de démontrer ça dès le début, que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Voilà. Et votre examinateur le sente. D'abord, on ne parle pas en français. On ne dit aucun mot en français. Se dire que pendant ce temps d'échange avec l'examinateur, il n'y aura aucun mot en français et aucune intervention du type j'ai terminé ou oh pardon, excusez-moi ou je ne sais pas dire en espagnol tel mot, etc. Tout ça, ça peut se dire en espagnol. Vous pouvez tout à fait intervenir en marge de l'exercice formel, mais en espagnol. On peut demander, pareil, poliment, un mot en espagnol. Si on est complètement coincé, si on n'arrive pas à trouver de synonyme sur le coup, un seul mot, c'est possible. 2 mots, allez, c'est possible. Faut avoir évidemment un registre de langue qui est adapté au format de l'exercice et puis aussi une posture adaptée. Ça rejoint un peu ce que je disais précédemment, mais moi je pense personnellement qu'il faut éviter les formules empoulées, stéréotypées, préapprises par cœur, restituées, prémâchées de façon artificielle. Ce n'est pas le lieu de ça. En ce qui concerne l'espagnol plus particulièrement, je pense qu'il faut avoir une attention vraiment extrême sur le respect de l'accentuation tonique
et du système phonologique. De la prononciation, c'est une épreuve d'oral, donc évidemment, ça c'est un critère majeur. On sait qu'il y a des phonèmes qui n'existent pas en espagnol, alors qu'ils existent en français, le ZE, le JE, ça n'existe pas. Donc ce serait extrêmement dommageable pour un candidat de les prononcer évidemment le jour de l'épreuve. Les conseils de dernière minute avant d'aller passer son oral d'espagnol. Le premier conseil, c'est de lire les rapports de jury des écoles dans lesquelles on va aller passer ces oraux. Ça semble basique, mais évidemment, c'est un préalable indispensable puisque chaque année, les rapports de jury sont constitués en reprenant non seulement les sources qui ont été mobilisées l'année précédente, donc on a une idée très précise des sujets qui ont été donnés, également des fautes récurrentes qui ont été faites et que les jurys ne souhaitent plus entendre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire impérativement avant d'aller aux oraux. La deuxième chose, c'est qu'on sait qu'entre le moment où on a passé ses épreuves écrites et le moment où on va aller passer ses oraux, certes, on va s'entraîner de façon très intensive, mais on sait aussi qu'il faut se remettre l'espagnol dans la bouche, il faut se remettre dans l'oreille, dans la bouche. Donc mon conseil, c'est d'écouter la télévision, d'écouter la radio, et là j'insiste parce que on a tous des smartphones, on peut télécharger de façon très très simple des applications qui vous permettent d'avoir toutes les radios du monde, et notamment les radios nationales espagnoles. On a notamment une radio que je conseille à mes étudiants, c'est Radio Cinco, Radio Nacional 5, le canal 5, qui est une espèce de France Info qui diffuse en continu les informations. Alors, tous les 15 minutes, il y a un flash. C'est quand on a peu de temps pour se préparer, qu'on veut être efficace, qu'on peut faire les choses un peu quotidiennement, systématiquement. Bah, voilà, écoutez à heure fixe ce flash info. Ça peut être une bonne idée, par exemple. Il ne faut pas hésiter à chanter. Se mettre l'espagnol dans la bouche en chantant, pourquoi pas, ou en lisant, mais à haute voix. Moi, je crois que c'est vraiment très important pour remettre l'espagnol dans la bouche. Il faut revoir ses notes sur la presse de l'année, évidemment, et même sur les 2 années, pour avoir une mise en perspective, pouvoir mettre en perspective les choses. Et avoir, comme je disais, une vision panoramique, une vision globale des dynamiques des grands événements et des dynamiques en l'œuvre dans les pays de l'ère concernés. Un conseil qui est très important pour moi, c'est être honnête intellectuellement. Vraiment, pour moi, ça c'est vraiment un conseil absolu. Ne pas prétendre savoir ce qu'on ne sait pas et ne pas prétendre maîtriser ce qu'on ne maîtrise pas. On est un adulte responsable en face d'un autre adulte responsable. Vous avez une formation exigeante, vous êtes en train de l'achever, vous prétendez à entrer dans une école qui va vous former au monde professionnel. Vous n'êtes pas en situation d'élève, c'est une situation particulière, effectivement une situation d'examen, mais vous êtes un adulte responsable, un être pensant, et vous devez pouvoir assumer vos doutes. Moi je crois, et vos incertitudes sans essayer de les masquer ou de les camoufler de façon en fait assez malhonnête. Écoutez-vous parler quand vous êtes dans le cours de votre entretien avec l'examinateur. Écoutez-vous parler et n'hésitez pas à vous autocorriger, vraiment. Il faut être particulièrement attentif, on le sait, à la correction de la langue et à la précision de la langue qu'on emploie. Mais c'est souvent, et ça aussi c'est présent dans les rapports de jury, c'est souvent l'accumulation, la multiplication de petites fautes, des petites fautes d'accord, des petites fautes de genre, des petites fautes de préposition en fait, qui peuvent nuire à l'impression générale que l'examinateur va conserver de votre prestation. Et ça joue au même titre en fait que les grosses fautes de conjugaison que vous allez pouvoir faire, ou de la mauvaise usage des temps que vous allez faire, ou d'un usage par exemple constant d'un ou deux mots fourre-tout que vous avez et que vous allez utiliser de façon un peu rébarbative tout au long de l'épreuve. Donc, à nouveau, ça je le redis, évitez d'apprendre des formules et des expressions toutes prêtes. Il faut s'entraîner à improviser. Vous le faites devant votre miroir, vous le faites avec vos amis, vous le faites où vous voulez. Il faut être réactif, il faut être spontané. Il faut avoir réfléchi pour être capable de parler de soi, puisqu'on sait que bon, l'exercice il est formaté, synthèse, commentaire, mais on sait aussi que le moment de l'échange, ça va être aussi le moment sans doute pour l'examinateur de revenir sur vous, votre projet, votre profil, votre parcours. Donc il faut être capable de parler de soi, de ses projets. Et
très souvent aussi dans les rapports de jury, on constate une très grande difficulté des candidats à ce moment-là à être capable de mobiliser la première personne du singulier. On peut parler de soi souvent à troisième, mais à mobiliser cette première personne du singulier et à convoquer finalement un vocabulaire de la vie courante qui est moins connu, moins utilisé, moins sollicité. Et mon dernier conseil, ce serait, parce que peut-être c'est le dernier oral que vous allez passer, peut-être qu'à l'issue de cet oral, vous allez intégrer l'école que vous souhaitez intégrer. Prenez du plaisir au moment de cette épreuve. Prenez plaisir à parler dans cette langue qui vous a suivi depuis de nombreuses années, dans laquelle vous avez acquis des compétences. Il faut avoir confiance en ça. Donc remobilisez tout ça, prenez plaisir. Vous aimez la culture de cette langue, vous aimez tout ce que vous en avez appris. Et donc rendez-lui un bel hommage par votre prestation. Voilà. Bonne chance, bon courage.